qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est des extraits du livrable final. Voilà, c'est sûr que les sujets data, ça fait plusieurs années qu'on en parle au sein du club, qu'on en parle à l'extérieur. Les données sont au cœur de l'économie numérique. Voilà, ça fait une bonne dizaine d'années, je pense qu'on parle d'Eldorado, de Nouvelle Or Noire. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ces sujets-là, qui sont utilisées dans beaucoup de contextes. Quand on parle de données, on parle bien plus que de la donnée au sens table de valeur, au sens base de données, mais on parle de tout ce qui est autour dans des usages, des définitions sur les sites web, sur des usages de modélisation, sur tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, les bases de connaissances. Et finalement, quand on parle de données, on parle de données et d'usage de la donnée et donc d'information. Ça, c'est un premier élément de contexte. Le deuxième élément de contexte, c'est que lié à ces usages de données, il y a toute une dimension risque et sécurité sur la manipulation de la donnée pour qu'on maîtrise la donnée et tous les usages dont je viens de parler. Le groupe de travail, c'est dit, mais finalement, avec la multitude d'acteurs qui rentrent en jeu maintenant autour de ces usages, qu'est-ce que l'architecture d'entreprise doit faire? Qu'est-ce que l'architecte d'entreprise doit adopter comme posture, doit offrir comme service pour être un appui auprès de ces acteurs? Donc les objectifs du groupe affichés dès le début d'année, c'était de mieux cerner ces parties prenantes, identifier les attentes et les freins vis-à-vis de l'architecture d'entreprise et évaluer la valeur de l'architecture d'entreprise et les modes de collaboration. Donc le livrable qu'on est en train de finaliser avec Daniel, on l'a réarticulé fortement avec les travaux des dernières années autour des usages de big data, de data science, des nouveaux modèles d'architecture, data orientation, data centrique, et aussi des principes généraux de gouvernance qui intégraient déjà la dimension acteur. C'est justement un groupe de travail qu'on a mené avec Daniel en 2017. Donc il y a des éléments qu'on a repris de ce livrable-là et duquel on est reparti en animation du groupe de travail. Le groupe de travail, je ne vais pas tous les citer, mais on a eu un groupe de travail conséquent avec un certain nombre de réunions à distance. Là, il n'y a que la première qui avait été faite en présentiel, les autres ont été faites en distance et on a eu néanmoins une très bonne participation de l'ensemble de ces acteurs. Donc on les en remercie au passage. Jérôme, on Oui. peut peut-être aussi mentionner, là, qui n'apparaît pas dans le Slack, il y a eu à la fois en marge et en même temps pendant nos réunions de travail un certain nombre de témoignages, donc d'acteurs de la donnée en entreprise. On ne va pas tous les citer, mais si vous avez assisté au dernier mardi de l'Urba, aux journées professionnelles, vous avez entendu l'archiviste de Sorbonne Paris Nord, hein, de l'université Sorbonne Paris Nord, nous exprimer, je dirais, un certain nombre de ses besoins, de ses attentes et de sa responsabilité. Hein, et c'est en exemple un témoin qui a aussi participé à l'une de nos réunions de travail. Il y a eu en même temps la SNCF, la Poste et d'autres qui sont venus témoigner. ADP dans les premiers. Oui, il faut remercier ces témoins. Une deuxième partie sur le cœur du sujet qui est finalement quels sont les services, quelle sont la valeur ajoutée que peut apporter l'architecture d'entreprise vis-à-vis des acteurs. Et on finit par une dernière partie où on s'est interrogé, on a exploité les matériaux à notre disposition pour travailler sur la posture de l'architecte et finalement comment l'architecte d'entreprise peut utiliser ses atouts pour être plus au service des acteurs autour de la data. Donc, sur la première partie, acteurs et enjeux,
on a repris et amélioré un schéma qu'on avait initialisé en 2017, sur lequel on avait essayé, avec ce que moi j'appelle un diagramme patate, de positionner les acteurs autour de la donnée. C'est très difficile parce qu'il y a des axes d'analyse qui sont multiples, mais donc on a des acteurs qui sont très orientés sur la partie haute, gouvernance, prescription, et sur la partie basse, sur des actions plutôt acteurs opérationnels. Sur la partie gauche, un peu plus métier et direction d'entreprise, et sur la partie droite, un petit peu plus système d'information. Voilà, c'est les grands axes de lecture, et ensuite derrière, on a effectivement ces ensembles d'acteurs autour de la data et de la gouvernance de la donnée, ou tout en haut, gouvernance du SI. Voilà, donc toute la question du groupe de travail de cette année, c'est de se dire, nos architectes d'entreprise, nos architectes data, finalement, quelle est leur relation, et quel est l'apport de valeur qu'il peut y avoir vis-à-vis de ces interlocuteurs. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose sur ces diapos? Non, si ce n'est effectivement insister sur le fait, comme tu l'as dit en introduction, hein, que le sujet que nous avons essayé de traiter, hein, avec le groupe de travail cette année ne porte pas sur la donnée elle-même, hein, comme composant d'architecture, ou supposé composant d'architecture, comme les sujets data-centric, big data, etc., dans le passé ont pu le traiter, hein, mais bien sur les acteurs, c'est-à-dire sur les différents métiers ou différentes responsabilités, hein, de personnes qui, elles, ont le besoin, voire le rôle, la responsabilité, hein, soit de gouverner la manière dont les données sont gérées ou utilisées dans l'entreprise, soit de les utiliser pour les valoriser ou pour les maîtriser. Hein. Donc là, on est bien sur les acteurs de la donnée et pas sur la donnée elle-même. On est sur les acteurs, sur leur rôle, et donc on va voir juste après que ce rôle, il est quand même clé dans l'articulation avec l'architecture d'entreprise. Mais avant de rentrer là-dedans, le sujet est de se dire pourquoi il faut travailler ensemble. Et là aussi, on est reparti un petit peu des travaux de 2017, et on a fait retravailler le groupe de travail sur les enjeux. Pourquoi on travaille autour de la donnée? Pourquoi tous ces acteurs dont on parle au-delà de l'architecture d'entreprise travaillent autour de la donnée? Et on a essayé de parler des enjeux, de se dire pourquoi. Donc, avec deux grands axes de travail, la valeur et les risques. Donc, on travaille sur la donnée pour avoir plus de valeur au niveau du métier, pour mieux maîtriser les processus. Ça, c'est un niveau élevé. Et puis, pour mieux exploiter toutes les données, tous les référentiels, tirer de la valeur de ce patrimoine informationnel. Ça, c'est toute la partie valeur, et c'est pas la partie la plus aujourd'hui facile à mettre en œuvre. Celle qui est beaucoup présente dans les entreprises, c'est celle qui est tirée par les risques, par la mise en conformité, qu'elle soit à des règles qui soient internes ou externes, hein. Donc là, dans les secteurs bancaires, assurances, pharmaceutiques, tout le monde va se retrouver dans ces problématiques de conformité. Je ne parle pas de la RGPD, qui est transverse à tout secteur, mais qui est une évidence. Et de manière encore plus opérationnelle, la dimension sécurité, avec des acteurs comme le RSSI, hein, par exemple, ou la préservation des données, et on y reviendra. On a eu plusieurs exemples sur l'archiviste, et notamment lors de la dernière plénière, il y a 15 jours, il y a 10 jours, le témoignage qu'on a eu de l'archiviste de la Sorbonne, qui était directement lié à ce sujet. Tu veux commenter, Daniel, les retours bruts qu'on a repris là du groupe de travail? Non, je ne vais pas commenter les retours bruts, on va dire, mais simplement un commentaire ou deux, c'est que là aussi,
on le voit bien, je dirais, dans l'expérience évidemment quotidienne des uns et des autres, mais aussi dans les différents témoignages et les travaux du groupe de travail, hein, c'est que d'un côté, on a effectivement un focus sur essayer d'exprimer, de valoriser, hein, ces données au service d'un métier, au service de l'entreprise, de ses activités, de ses services et évidemment des clients qu'elle sert. Mais ce dont on se rend compte, c'est que la plupart du temps, l'expression de valeur est quand même en général assez étroitement attachée, je dirais, au métier, au processus, aux services, aux produits, hein, auxquels ces données, ces jeux de données s'attachent plus particulièrement. Alors évidemment, la valeur rejaillit sur toute l'entreprise, bien sûr, hein, sa compétitivité, etc., la réputation qu'elle peut avoir auprès de ses clients, mais disons que la valeur s'exprime la plupart du temps au travers, je dirais, de l'usage que tel ou tel métier, hein, va pouvoir tirer du potentiel de données. En ce qui concerne les risques, et c'est quand même important, on le verra par rapport à nos conclusions, entre guillemets, sur la posture de l'architecte et de l'architecture d'entreprise face aux données dans l'entreprise. En ce qui concerne les risques, même si le risque est principalement attaché à un métier particulier, on ne va pas parler du RGPD, mais même le RGPD, tous les métiers en entreprise ne traitent pas de données à caractère personnel ou en tous les cas hors du champ de l'entreprise, hein, bien sûr. Mais en tous les cas, si risque il y a, ces implications touchent l'ensemble de l'entreprise, directement ou indirectement, que ce soit par des pénalités qui peuvent être extrêmement graves aujourd'hui, hein, et on le voit avec le RGPD, vous suivez l'actualité et vous voyez que des entreprises aujourd'hui commencent à être pénalisées, hein, et on ne parle même pas de failles, je dirais, dans leur propre métier financier ou de santé ou d'aéronautique ou Dieu sait quoi, hein. Là, on parle bien simplement du RGPD. Et en plus, la réputation. C'est-à-dire que ces entreprises, maintenant, sont nommées. Elles sont nommées sur les réseaux sociaux, elles sont nommées par des instances qui disent que cette entreprise ne suit pas les bonnes règles. Et même si c'est un métier particulier qui faillit ou une donnée particulière qui est maltraitée, hein, le risque, la conséquence du risque est en général transverse et touche l'entreprise. Sachant que sur un certain nombre de points, hein, ce sont les directions générales elles-mêmes qui juridiquement portent ces risques et la pénalité. Donc, vous voyez, du point de vue de l'architecture d'entreprise, d'un côté, la valeur plutôt, je dirais, largement attachée au métier et à ce qu'on en fait, hein, la valeur des données, bien sûr, le risque, encore une fois, s'étendant potentiellement et même souvent à l'ensemble de l'entreprise. Voilà, c'était le commentaire que je voulais faire en avance un petit peu de la fin du rapport, Oui, de la conclusion du rapport et du rôle de l'architecture d'entreprise éventuellement dans ce contexte. on va y revenir parce qu'effectivement, là, on n'est pas encore dans les acteurs. Quand on se dit tout ça, on se dit ou on se redit avec des choses qu'on a déjà entendues, mais qui viennent à travers effectivement des exemples récents qui deviennent de plus en plus une réalité. Mais c'est important à intégrer pour bien comprendre finalement ce à quoi tous les acteurs autour de la donnée jouent. Et donc vis-à-vis de ces acteurs, dans le cadre du groupe de travail, on a fait au gré des témoignages qu'on a pu recevoir, accueillir, on a fait deux choses. On a fait d'une part 4 focus acteurs. En fait, on a fait dans le livrable, on a fait des fiches détaillées sur 4 rôles particuliers. Le CDO, donc le Chief Data Officer, l'archiviste dont on a parlé tout à l'heure, le Data Scientist et le dernier, je l'ai oublié, Michel, DPO. le DPO, justement, RGPD, le Data Privacy Officer.
Donc, c'est 4 acteurs sur lesquels on a reçu un ou plusieurs témoignages à chaque fois. Et donc, on a exploré un petit peu ces 4 acteurs, quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs attentes, leurs problèmes. On a utilisé une démarche business model canvas pour se poser des questions sur cette cible-là et finalement, qu'est-ce que l'architecture d'entreprise ou l'architecte d'entreprise peut apporter. Donc ça, c'est la démarche qu'on a utilisée et ça nous a permis d'initialiser. Alors, on n'a pas la prétention, loin de là, d'être un référentiel des apports de l'architecture d'entreprise. Donc là, on a repris une liste de services que l'architecte d'entreprise peut proposer à ces acteurs-là et finalement à d'autres acteurs. Donc ça, c'est l'articulation du livrable. Donc pour exemple, ils étaient là les 4. Donc on les a repositionnés là, les 4 rôles qu'on a un peu plus travaillé cette année. Et à titre d'exemple, voilà, on représente aujourd'hui la fiche du DPO, dont donc c'est une fiche synthétique. Il y a une fiche un peu plus détaillée qui est également fournie en annexe du livrable final. Mais à chaque fois, on va reprendre pour les fiches la mission, les enjeux et les apports. Donc la mission du DPO, en l'occurrence, la formulation qu'on a retenue, c'est être le garant de la mise en œuvre et du respect au sein de l'entreprise des règles en matière de protection de données à caractère personnel. C'était pas la définition qui était la plus dure à stabiliser. Sur d'autres acteurs, c'est les choix des mots est des fois plus compliqué. Sur les grands enjeux, donc on a évidemment une notion de préservation de l'entreprise, préservation au sein de l'entreprise des risques de non-conformité, des conséquences pénales, financières, tout ce que vient de raconter Daniel sur Carrefour, hein, qu'il n'a pas nommé tout à l'heure, mais je pense que tout le monde l'avait reconnu. S'assurer du bon usage des données impliquées dans les traitements, et en particulier quand il y a de la décentralisation, quand il y a des silotages d'organisation, des dimensions nationales, internationales. Et à l'international, on peut en plus avoir des problèmes de distorsion, c'est le terme qu'on a retenu, ou d'incohérence entre les réglementations. Voilà, ça, c'est les grands enjeux qu'on a identifiés au niveau du DPO. Et derrière, on a des apports, donc qui est finalement une proposition de service ou d'apport de valeur que peut avoir l'architecture d'entreprise. Donc là, je ne vais pas tous vous les lister sur ce qu'on a mis sur le DPO. Ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière, ils sont travaillés et regroupés dans une liste qu'on a structurée. Tu veux rajouter quelque chose, Daniel, sur la fiche et sur la démarche? Non, rien de particulier sur la fiche du DPO, juste rappeler, comme tu l'as dit, hein, que ce sont des exemples, hein. On n'a pas cherché, je dirais, à essayer d'établir une fiche exhaustive, je dirais, de chacun des rôles, hein, en compilant je ne sais combien de sources, etc. On a travaillé principalement à la fois à partir des témoignages, hein, des 2 ou 3 témoignages pour le DPO. Je crois qu'on a eu 3 ou voire 4 témoignages, hein, et bien sûr les travaux en commun du groupe de travail, hein, qu'on a fait brainstormer, réfléchir et s'exprimer, hein, autant que possible autour de ces différents profils, que ce soit les enjeux ou les apports de l'architecture. Donc il faut les prendre comme des exemples et pas comme des profils types, entre guillemets. C'était un minimum une source d'inspiration à défaut d'être un référentiel. Alors ces services-là qui étaient sur la partie de droite, comment on a essayé de structurer ça, cette liste, hein, d'activités ou d'apports de valeur? On est reparti tout simplement en tout cas, on a souhaité faire un lien avec la trame d'activité de l'architecture d'entreprise du club. Et donc on s'est dit finalement tous ces services et tous ces apports de valeur sur les sujets data pour l'architecte d'entreprise peuvent s'organiser autour de 3 thèmes. Un thème qui reprend, on va dire, tout l'amont, donc en phase projet, la partie définir l'architecture du système de référence, mais également de manière transversale tout ce qui est la prise en charge du patrimoine applicatif et le pilotage de l'AE. Donc ça, c'est en lien avec ça, les sujets autour de la data sont tout ce qui concerne la vision, la stratégie, la définition de standards, la prise en compte des contraintes et de l'élaboration de règles communes,
et aussi toute une notion de politique et de création de plans de classement ou de catégorisation des données suivant aussi bien des axes de valeur métier que de sécurité système d'information. Là, les plans de classement sont multiples. Le deuxième axe de travail retenu, c'est ce qui concerne les fondations. On fait le lien avec les fondations. Donc là aussi, évidemment, sur l'activité projet, les fondations du SI pour supporter le projet, mais toute la partie fonction support, maintenir et diffuser la connaissance du SI, ce qui, d'un point de vue données, on a traduit ça sous tout ce qui est gestion du patrimoine de données, avec la capitalisation sur les objets métiers, les notions de thésaurus, de dictionnaire, l'inventaire des référentiels, la cartographie des données, des traitements, des flux. Là encore, une déclinaison opérationnelle de règles d'architecture, avec des choix de modèles, de patterns, le choix de recourir ou non à des API, une dimension sécurité, sécurité d'accès et préservation. Donc, on revient sur cette notion dans la durée. Et une notion qui est ressortie également et qu'on a mis dans cette catégorie-là, c'est tout ce qui est auditabilité et traçabilité de l'information. On l'a repris ici sous le thème audit fournisseur. Donc ça, c'est les fondamentaux de la gestion de patrimoine de données. Et la dernière dimension, elle est encore plus opérationnelle. Quelle contribution des architectes sur les sujets data dans la participation au projet. Donc là, on a aussi regroupé un certain nombre d'activités et d'apports que peut avoir sur les phases projet l'architecte d'entreprise, toujours en concernant les données. Daniel, je te laisse peut-être dire un mot sur cette diapo-là. En fait, on l'a fait volontairement petit, pour être clair, pour ne pas rentrer dans le détail, mais ça vous donne une bonne vue. Voilà, c'est les 3 pages principales du livrable final qui listent tous les apports qu'on a pu regrouper suivant les 3 thèmes que je viens d'évoquer. Oui, et là aussi, quand vous lirez le document, ne cherchez pas nécessairement à trouver l'intégralité de tout ce que les activités d'architecture d'entreprise pourraient offrir par rapport, je dirais, à cette thématique de la donnée dans l'entreprise. Il s'agit là d'une liste qu'on a regroupée à partir, encore une fois, des échanges du groupe de travail. On n'a pas cherché l'exhaustivité, bien que vraisemblablement, je dirais, vu le temps qu'on y a passé et l'abondante, je dirais, source d'idées et d'expériences, etc., on a sans doute couvert les grands domaines et souvent même plus que les grands. Voilà, c'est toujours l'exercice d'hésiter entre le PPCM et le PGCD, le plus petit commun dénominateur multiple et le plus grand, je ne sais plus lequel j'ai dit, et le plus grand dénominateur commun. Donc on n'a pas embarqué les cas particuliers, mais on a essayé de synthétiser tout ce qu'on nous a dit, et surtout le choix qui est fait, c'est d'être ancré sur l'expérience des candidats. Ça a le mérite au moins d'être sûr. Et donc on est peu sur l'extrapolation. Excuse-moi, Jérôme. Oui. Par contre, ce que l'on a bien constaté, je dirais, et appréhendé dans les discussions et aussi à l'appui des témoignages, c'est que ces 3 grandes étapes, je dirais, dans les travaux des architectes, l'étape plus amont de la stratégie, de la vision, et ensuite l'étape intermédiaire, donc de la vision, un peu, pas de la vision, mais de l'appréhension de la globalité des ressources et de leur administration, et puis ensuite la déclinaison des services au niveau de chaque besoin, de chaque projet, de chaque entité opérationnelle et de ses besoins propres, s'applique bien, je dirais, sur au moins les 4 profils que nous avons explorés, avec évidemment comment je dirais, des polarités qui vont dépendre aussi du rôle
de chacun de ces grands acteurs. Bien sûr, le data scientist, il est plus dans l'exécution, dans l'utilisation, dans l'usage de la donnée, donc on va dire plus au niveau projet, hein, il a des besoins instantanés, il a des besoins propres, etc., par rapport au sujet qui lui est confié, alors que le CDO, par exemple, va être un peu plus porté sur la stratégie, la vision, les règles générales, hein, pour l'entreprise ou ses différentes entités qui vont effectivement plus être en amont, hein, de la suite des opérations. D'où le cœur du livrable, hein, que j'ai introduit en disant qu'il y avait finalement deux parties. Une partie un peu générique, qui est celle qu'on a à l'écran, là, qui est de dire finalement c'est quoi la synthèse, avec toutes les réserves qu'on vient d'y mettre, des apports de valeur de l'architecture d'entreprise par rapport au sujet de données. Ça, c'est un premier volet. Le deuxième volet, qui est quand même très précis et très intéressant, c'est finalement l'instanciation de cette liste de services au regard des quatre rôles qu'on a analysés. Bien sûr, on a les mêmes efforts, les mêmes libellés d'apports dans les deux parties. Simplement, quand je suis sur la PO tout à l'heure, la partie de droite, bah, c'est finalement parmi tous les services qu'on a à l'écran, lesquels sont intéressants pour le DPO. La dernière partie d'aujourd'hui, hein, qui correspond également à la dernière partie du livrable final, consiste à se poser la question de comment valoriser finalement les compétences de l'architecte d'entreprise et les services que peut rendre cet architecte. Ce qui est sûr, ça c'était partagé dans le groupe de travail, c'est reconfirmé finalement, c'est que les savoir-faire experts et les connaissances du système d'information de l'architecte sont un vrai atout pour travailler sur les sujets data. Une connaissance globale du système d'information, des traitements, des technologies, la connaissance des sources de données, des structures, des flux, le lien entre ces données et les processus métiers et les applicatifs, et aussi un savoir-faire en termes de modélisation et de structuration de données. Ça, c'est une synthèse des grands plus, des grandes compétences que l'architecte d'entreprise va être capable d'exploiter pour adresser les problématiques des autres acteurs autour de la data dans l'entreprise. On a repris aussi ici ce que les architectes qui ont du groupe de travail, nous ont un peu pointé en disant que c'était des difficultés qui étaient rencontrées. D'une part, un défaut de gouvernance de données dans l'entreprise, hein, ça peut être des cas assez larges, hein, soit des dispositifs qui ne sont pas définis, soit qui fonctionnent mal, soit des enjeux qui ne sont pas partagés, donc finalement les gens ne se comprennent pas. Il y a plein de variantes, vous verrez ça dans le livrable. La deuxième famille, c'est une approche dans des entreprises trop silotées, avec une absence transverse, souvent reproché par l'architecte quand il essaie d'adresser lui des problèmes de manière transversale. Et alors, le dernier sujet qu'on a repris tel quel, mais qui a été aussi pointé du doigt, c'est toute une famille autour des défauts de la relation métier-architecte, avec un des sujets revenant souvent, et qu'on prendra collectivement avec des pincettes, c'est que le métier n'a pas assez de temps à consacrer pour cette relation métier-architecte, ou pour traiter correctement des sujets donnés. Je dirais que ce constat, entre guillemets, qui nous a été exprimé par des membres du groupe de travail, hein, donc dans ces difficultés ressenties, hein, à la fois la disponibilité et puis en même temps, je dirais aussi le fait que les architectes qui l'ont exprimé, hein, donc vos collègues participants au groupe de travail, avaient tendance à dire oui, mais les métiers finalement ne sont pas vraiment enthousiastes à utiliser nos méthodologies, nos modes de représentation, de conception des données, etc. Et là, ça nous amène, je dirais, à une dualité qui est peut-être une ambiguïté finalement à la fois linguistique et sémantique, hein, d'un abus un peu de langage du terme donné dans ce contexte, hein, qui
qui sous-tend derrière le dernier paragraphe, hein, en bas de page, là, sur la posture des architectes, c'est que la notion de donnée pour les architectes, hein, là, c'est la donnée comme composant de l'architecture. On parle d'architecture data-centrique, etc., bon, de big data, de choses comme ça, et l'architecte a tendance à voir la donnée comme un élément, comme un composant de l'architecture. Dans TOGAF, il y a une couche, etc. Bon. Or, pour les métiers, pour les acteurs des métiers et les différents acteurs, la donnée, ce n'est pas un composant d'architecture. La donnée fait partie de leur langage métier. Quand un médecin va parler de taux de cholestérol, il ne parle pas d'un composant d'architecture. Okay, quand un marketeur va parler, je ne sais pas, de la pénétration ou du retour par rapport à une campagne, etc., il ne parle pas d'architecture, etc., etc. Et donc, il y a cette difficulté ou cette ambiguïté, effectivement, entre une vision très modélisatrice de la donnée et des données dans l'entreprise, et puis, de l'autre côté, les différents métiers, parfois d'ailleurs accédant aux mêmes données, partageant, entre guillemets, les mêmes données, mais souvent avec des regards, des perceptions différentes, même si la donnée est la même, même si la source laquelle on s'appuie pour aller rechercher la donnée, ou les données, sont les mêmes. Hein, donc cette difficulté et cette ambiguïté, je dirais, hein, dans la compréhension peut expliquer beaucoup aussi, hein, de cette difficulté que les architectes peuvent ressentir parfois à faire passer leur message, hein, ou à recevoir en retour donc les besoins, les attentes ou les informations qu'ils attendent des métiers, parce qu'ils ne parlent peut-être pas le même langage. D'où effectivement ce premier item sur la posture des architectes, comment essayer, hein, de faire en sorte d'améliorer, hein, et on a eu un excellent témoignage, je dirais, de la SNCF sur un couple qui avait l'air, en tous les cas, et on est sûr que c'est la réalité, de marcher bien entre un CDO et un architecte, hein, qui visiblement avait trouvé, je dirais, un bon niveau de partenariat et travaillait en confiance l'un avec l'autre, hein, eh bien, c'est que finalement, c'est aux architectes, comme souvent, peut-être comme toujours, de faire l'effort, hein, et donc d'intégrer avant tout, hein, le langage, la perception du métier par rapport aux données, et pas l'inverse. Et encore une fois, la perception de chacun des métiers éventuellement sur les mêmes données. Les mêmes données à un instant T ou les mêmes données qui vivent leur vie dans un cycle de vie. Par exemple, la perception métier de l'archiviste qui, lui, arrive en très bout de course dans le cycle de vie, n'est pas du tout la même que celle du chercheur qui va produire les données pour un nouveau brevet, par exemple. Hein. Voilà, ce n'est pas les mêmes enjeux et ce n'est pas du tout la même manière de percevoir et donc d'exprimer, bien sûr, hein, parce que là, on parle de communication, hein, de relations, je dirais, entre êtres humains. Eh bien, les perceptions vont être très différentes. Et l'architecte qui est là au milieu de tout ça, comme dans beaucoup de cas, hein, de figures, eh bien, doit faire cet effort, hein, d'aller vers le métier et pas nécessairement d'attendre que le métier ou d'espérer que le métier vienne vers lui. Bien, donc ça c'était la première, on va dire conclusion, ou en tous les cas le premier enseignement qu'on a essayé de tirer de tout ça. Alors, l'autre aspect aussi, c'est de bien comprendre quels sont les enjeux pour chacun des acteurs. On l'a vu, hein, chacun de ces acteurs, et encore une fois, le panel de données dans l'entreprise, ben voilà, c'est le panel de données de l'entreprise, sauf que les acteurs vont arriver à différents moments et avec différents enjeux qui leur sont propres. Celui du CDO, celui du data scientist ne sont pas les mêmes, évidemment.
non seulement en temporalité, mais même dans l'espace. Donc, il faut essayer de comprendre. Et là encore, l'architecte va se trouver face à des ambiguïtés, des difficultés, hein, telles qu'on les connaît, telles qu'on a déjà eu l'occasion d'ailleurs de les traiter sur d'autres sujets au sein du club urbain, hein, d'essayer de voir comment réunir un peu tous ces acteurs autour eh bien, de choses qui leur sont communes, hein, ou en tous les cas qui sont suffisamment fortes pour chacun, hein, en commun, pour que les divergences, pour que les difficultés puissent s'aplanir, ou en tous les cas trouver des points communs. Parce que dans le système d'information et dans les architectures, bien à un moment, la donnée, c'est la même. La source de données, c'est la même, peut-être, hein, sauf si on la modifie en cours de route, mais en gros, c'est la même. Ben oui, mais chacun voudrait qu'elle soit différente, qu'elle soit adaptée à ses besoins. Donc, comprendre les motivations, comprendre les intérêts, pourquoi certains veulent bien, pourquoi d'autres refusent, pourquoi certains sont plutôt enjoués et dynamiques, d'autres au contraire réticents et freinent des cas de fer, etc. Et là, on retombe sur quelque chose qu'on a traité aussi au sein du club urbain, voilà 2 ans hein, de mémoire, en particulier avec Pierre Nenner, hein, qui est comment sortir, je dirais, du rôle d'architecte technicien, expert technique, hein, et je dirais se familiariser et acquérir des compétences qui sortent je dirais, du panel standard des architectes hein, pour aller vers des compétences soft, hein, donc comportementales, etc., et de comprendre comment on peut essayer hein, de mieux, je dirais, articuler les besoins ou les intérêts ou les réticences des uns et des autres autour d'un ensemble de choses communes qui vont permettre à l'architecte ensuite de pouvoir faire son travail, c'est-à-dire de mettre en commun, hein, de pouvoir stabiliser un certain nombre de choses autour des données. Donc ça, c'est là-dessus qu'on clôture grosso modo notre intervention d'aujourd'hui, et c'est sur ces réflexions que se termine également le livrable. Hein. On n'apporte pas effectivement de solution là-dessus. On dit juste que si on veut que l'architecture d'entreprise soit en apport de valeur par rapport à l'ensemble des acteurs métiers dans l'entreprise, il faut que les architectes d'entreprise se mettent au service. Le mot on a beaucoup hésité là, pendant la présentation cet après-midi là, entre apport de valeur et service de l'architecture d'entreprise auprès des métiers. Et je pense que toute la différence entre les deux, elle est justement dans cette posture, ces soft skills que l'architecte d'entreprise doit développer pour être plus à l'écoute et adapter son positionnement aux enjeux et aux motivations de ses interlocuteurs. Voilà, et c'est pour ça, hein, je reviens sur mon commentaire, je dirais, précédent sur la valeur et les risques hein, qui peuvent être attachés à la manière dont les données sont administrées, sont utilisées, etc. Hein. C'est encore une fois essayer de se rattacher, je dirais, à des enjeux communs entre quelqu'un qui est un data scientist qui va travailler sur la valeur. Le data scientist, on l'a bien vu, et peut-être dans vos organisations, vous en avez vous-même l'expérience. Le data scientist, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est tirer de la valeur des données, et à la limite, peu importe comment on s'y prend, il faut tirer de la valeur des données. Alors que le DPO ou peut-être le CDO, on va dire, et d'autres, hein, comme les personnes, les responsables de la réglementation, de la compliance, comme on dit, etc., vont peut-être être plus portés vers, je dirais, le respect d'un certain nombre de règles, de ne pas faire, de ne pas se laisser aller à triturer les données dans n'importe quel sens, etc. Et je vais finir sur un exemple qui est un exemple d'actualité, hein, auquel je suis particulièrement sensible, puisque c'est un domaine
dans lequel j'ai œuvré pendant 20 ans, hein, qui est celui d'AstraZeneca, qui a fait une erreur monumentale sur son vaccin Covid, mais une erreur absolument monumentale. Ils se sont laissés emporter par l'enthousiasme, je vais dire ça comme ça, d'accord, de pouvoir publier des données, on va dire, les plus positives possibles, etc., et ils se sont fait torcher par les affaires réglementaires, et je dis ça comme ça, parce que croyez-moi, en interne, il y a des gens qui sont en train de souffrir de cette erreur monumentale de ne pas avoir respecté des protocoles et d'avoir laissé leurs data scientists, en l'occurrence ça s'appelle des biométriciens dans l'industrie pharmaceutique, en l'occurrence, eh bien, les convaincre de publier des données qui ne respectaient pas eh bien, les normes, on va dire, de qualité, hein, et les protocoles des études, etc. Et je ne sais pas comment Astra va pouvoir s'en tirer, mais le jour où on vous proposera le vaccin Astra, je suis sûr que n'importe qui d'entre vous y réfléchira à 2 fois, simplement parce que la confiance aura peut-être chuté d'un grand pas. Juste un exemple entre deux visions qu'on peut avoir de données, hein, la valeur d'un côté, le risque de l'autre. Donc on peut prendre une ou deux questions. Peut-être, moi j'avais entre autres une question. Est-ce qu'on voit des attentes émerger de la part de ces acteurs? Alors bon, ils sont divers, donc je ne sais pas si la question est simple que ça. Voit-on des attentes émerger vis-à-vis de l'architecture d'entreprise? Alors, en général, les attentes exprimées par les témoins, si on peut dire ça comme ça, encore une fois, une variété de témoins assez large, hein, et des métiers d'ailleurs qui sont, il faut bien dire, pour le CDO, le DPO, des métiers encore relativement récents dans beaucoup d'entreprises, hein, et pas encore, je dirais, historiquement bien implantés, etc., sont plutôt des attentes un peu génériques, hein, c'est-à-dire est-ce que je suis sûr de connaître toutes les sources de données, hein, où est-ce que je peux me renseigner pour être sûr que j'ai bien l'ensemble des informations sur les sources, sur les traitements, etc., sur qui ou quelle entité accède à quelles données, est-ce que ces données sont dupliquées, pas dupliquées, etc., etc. Donc on retombe souvent en fait sur des expressions de besoins finalement assez, j'allais dire assez standards, si je peux dire ça comme ça. J'hésitais à prendre le mot banal, mais dans le sens positif, hein, du terme, par rapport à ce que les architectes font voilà, au quotidien. C'est-à-dire la cartographie des données, les master data, les bibliothèques de données avec des caractéristiques, etc., les schémas de flux, les schémas de traitement, etc. Alors évidemment, le point un peu gris, hein, bah, c'est toujours oui, mais est-ce qu'on a bien tout dans le SI? Est-ce que le SI est au courant de tout, hein? Bon, il y a le cloud, il y a le shadow, etc. J'allais compléter ta réponse, Daniel, en disant que peut-être que d'ailleurs, une des difficultés, je trouve, que de nos témoins, c'est qu'ils n'ont pas forcément exprimé des attentes vis-à-vis de l'architecture d'entreprise, mais ils expriment de manière plus générale des attentes vis-à-vis du SI. Oui. Et l'architecte doit faire le tri ou peut faire le tri dans toutes ces demandes, quoi. Mais l'architecte peut être clairement, hein, comme dans beaucoup de cas, encore une fois, hein, rien de très très surprenant, hein, peut être, je dirais, la courroie, le lien entre un traducteur, tous ces métiers, tous ces besoins très différents, très typés, hein, par rapport aux besoins de chacun, et le SI. Parce que l'architecte en comprend, je dirais, tous les mécanismes, même s'il n'est pas évidemment à la manœuvre sur tous les mécanismes, y compris les processus opératoires, hein, qui s'exercent sur les systèmes d'information et les repositories de données. Oui, Michel.
Il y a peut-être d'autres questions, plutôt que je ne vais peut-être pas monopoliser le... Je voulais savoir, je n'ai pas très bien compris ce qu'on peut faire justement quand il y a des ambiguïtés sur les données. En fait, l'architecte c'est lui qui a la meilleure connaissance, c'est ça que vous vouliez dire? Parce qu'on peut avoir des données avec exactement le même intitulé et apparemment la même fonction, si je puis m'exprimer ainsi. Et pour deux métiers qui ont un petit peu, par exemple, une temporalité différente sur la donnée et ça ne se voit pas. Donc, est-ce que ça veut dire que l'architecte doit être plus précis dans ses recommandations, dans les règles pour nommer les objets? En fait, je n'ai pas très bien compris la remarque. Voilà. Sinon, merci pour la présentation très bien faite. Et oui, j'ai une seconde question aussi, c'est est-ce que la partie gauche de la fiche, sur la définition des métiers, elle correspond par exemple à ce qu'en a donné le SIGREF ou je ne sais plus quel autre organisme aussi a fait cette... Oui. Voilà. Alors, pour la partie, je vais essayer de répondre déjà à la deuxième question. Sur la partie gauche, alors effectivement, il y a le SIGREF ou d'autres, je dirais, sources qui chacun donne un peu avec leurs mots d'ailleurs, hein, leur point de vue sur les rôles, les responsabilités, les enjeux, etc., portés par chaque rôle, hein, chaque acteur, tel que le CDO, le DPO. Donc effectivement, la fiche du SIGREF est assez détaillée, hein. Là encore, ce qu'on a surtout essayé de faire, c'est de regrouper les informations. Alors, ce n'est pas incompatible du tout, enfin, je l'espère, avec le SIGREF, parce que j'ai regardé justement ce que le SIGREF en disait. Mais on s'est plutôt attaché à essayer de formuler des choses un peu vues de l'entreprise, que vues juste du rôle, on va dire, ou de la fiche de poste, hein, si je peux dire ça comme ça, de tel ou tel acteur, en essayant de remonter les choses plus comme des enjeux d'entreprise, un peu récurrents, un peu communs. Donc là encore, ça ne cherche pas à se substituer ou à remplacer une fiche comme celle du SIGREF ou d'autres qu'on peut trouver sur Internet. Pour la première question, je ne sais pas Jérôme si tu veux répondre, mais je dirais là c'est le travail un peu, là aussi, hein, c'est pour ça que l'architecte est en bonne position quelque part. Parce qu'il est certainement, je dirais, dans l'entreprise, hein, et dans le SI aussi, à la meilleure place pour arriver à identifier les points d'ambiguïté dans le système d'information. Je pense que du coup, la réponse est assez clairement oui. Je pense que ce qu'on a voulu dire, c'était que l'architecte était bien placé. Alors par contre, je vois juste deux familles d'ambiguïté. Là, ce qu'on a évoqué je crois que c'est Daniel qui en a parlé en parlant du cycle projet en fonction du cycle, non pas du cycle projet, mais du cycle de vie de la donnée, les attentes d'un acteur lors de la création de la donnée ou lors de son maintien en qualité de la donnée ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est à une étape où on veut purger du SI et archiver la donnée pour la conserver à long terme. Donc les enjeux des acteurs au cours du cycle de vie de la donnée peuvent différer. D'ailleurs, les acteurs diffèrent. Et chaque acteur peut avoir du coup forcément des enjeux différents. Et ce que vous évoquiez, c'était qu'il y a aussi des ambiguïtés. À un instant donné, je suis dans une étape de conception. Le point de vue du marketing, de la finance et je ne sais pas quoi, de la prod peut être différent sur ce qu'une donnée, qu'est-ce que c'est qu'un client, qu'est-ce que c'est qu'un chiffre d'affaires client. Là, c'est toute une logique de sémantique qui est également évidemment un service adressé que peut adresser l'architecte d'entreprise avec des outils, avec des démarches autour des référentiels, avec des outillages pour les dictionnaires de données. Donc oui, tout ça, ça fait partie de son rôle que de lever ces ambiguïtés. Simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans
des organisations, je dirais aujourd'hui, hein, où la donnée, entre guillemets, à l'ère digitale est devenue un élément de sensibilité majeur, hein, et où la donnée sort du système d'information pour vraiment rentrer de plein droit dans l'activité des métiers, hein, sous leur contrôle et leur tutelle. Ce rôle d'identification, d'ambiguïté, de mise en exergue d'un certain nombre d'ambiguïtés doit aussi s'accompagner du fait de travailler, je dirais, avec le CDO, avec les data owners, hein, et de ne pas essayer d'apporter la réponse, hein, mais bien de jouer un rôle d'appui, hein, donc de service, hein, et pas un rôle de prescripteur, etc., parce que ça peut aussi créer des difficultés, hein, par rapport. Maintenant, il y a des CDO ou des gens faisant fonction de CDO, il y a des data owners ou des gens faisant fonction de data owners, et le rôle de l'architecte, c'est aussi d'alerter ces personnes, de les mobiliser, hein, et de les mettre, je dirais, face aux ambiguïtés potentielles, en les aidant, bien sûr, à trouver le point de convergence, d'où aussi cet aspect des soft skills, hein, qui est de, non pas de se comporter en pur technicien, je dirais, de la modélisation, mais aussi en facilitateur, hein, en intégrateur, facilitateur entre des gens qui peuvent avoir des points de vue, voire des intérêts divergents. L'architecte d'entreprise peut être garant sur un certain nombre de sujets d'architecture pure. À l'inverse, sur la data, sur les données, normalement, il va y avoir d'autres acteurs dans l'entreprise qui sont garants de la bonne définition, et l'architecte est au service de ces personnes-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et effectivement, on attend avec impatience le livret pour pouvoir le parcourir dans le détail. Ouais, on souhaitait faire un petit retour sur l'année 2020. On sait tous qu'elle a été assez compliquée. Alors, on vous avait interrogé, pour ceux qui étaient là, donc le 19 novembre, sur vos attentes pour 2021, mais plutôt, je dirais, en termes de sujets à traiter. Là, il s'agit plutôt de vous questionner sur le vécu que vous avez eu, donc de l'année 2020, dans le cadre du club. Hein, on va pas explorer, bien évidemment, l'ensemble de tout ce que vous avez pu vivre cette année. Bon, pour certains d'entre vous, ça a pu être très très compliqué, voire grave. Donc là, bon, sous un prisme très très resserré, comment vous avez vécu le fonctionnement du club en 2020? Et donc on a préparé un petit questionnaire, bon, qui se complète assez rapidement, et ça va être important pour pouvoir reprendre un dépouillement un petit peu fin de tout ça. Mais avant cela, j'aurais souhaité, si ça avance, voilà, avoir déjà quelques échanges, peut-être je vais lancer les deux premières questions en direct. Si certains d'entre vous veulent s'exprimer en direct avant d'être plutôt dans cette bulle de questionnaire sur ce que vous avez vécu avec le plus de difficultés. Alors, je le rappelle, dans le contexte du fonctionnement du club, hein, donc cette grosse restriction, mais aussi qu'est-ce que vous auriez le plus apprécié dans le fonctionnement du club sur cette année particulière. Voilà, qui d'entre vous serait prêt à s'exprimer là-dessus? Ah, peut-être, en espérant que ça déclenche un tout petit peu, en redonnant directement la parole peut-être à Jérôme, toi, dans le contexte du club, par rapport à ces points-là. Qu'as-tu vécu avec le plus de difficultés dans le contexte du club, et qu'est-ce que tu as ou aurais apprécié dans le fonctionnement du club sur cette année particulière? Si je peux faire un commentaire à la place de Jérôme, dans ce cas-là, moi je dirais que on a un peu l'exemple, je ne peux pas parler pour les autres groupes de travail, mais de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire la difficulté de l'interaction verbale. Hein, autant, je dirais, ça s'est plutôt bien passé, voire même bien passé dans l'interaction purement digitale. Hein, donc
les espaces type Klaxoon, etc., pour poster des choses, etc., partager de l'écrit, du graphique, etc. Bon, ça se passe sans problème, même bien, je dirais. Par contre, effectivement, interaction verbale beaucoup plus difficile, hein, et je dirais beaucoup plus, même quand elle s'est exprimée, beaucoup plus limitée dans, je dirais, l'interaction humaine normale, de rebondir, voire de se couper un peu la parole de temps en temps, mais voilà, qu'on peut avoir dans des réunions, on va dire, physiques, hein, par rapport à ces réunions à distance. Alors c'est peut-être simplement un problème je dirais, d'habitude, hein, parce qu'on a tous été amenés à faire ça un peu comme ça au débeauté. Hein. Merci. Cette année, j'étais un petit peu moins actif sur le club, que ce soit en contributeur ou en réceptionnaire en fait, des informations. Mais on a quand même bien travaillé. Alors c'est vrai que cette année c'était un peu spécial, on va dire, effectivement. Voilà, après c'est vrai qu'on a été un peu plus loin que ce faire avec les interactions à distance, et on a quand même réussi à avoir du contenu riche sur toute cette année, quoi. Très bien Laurent. Merci. Merci pour ton intervention. Corinne, je ne sais pas si au-delà de la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que tu aurais envie de t'exprimer là sur ces points-là? J'apprécie la session qu'il y a eu avant la fin du confinement pour préparer le retour, parce que bon, je sais pas, moi je me sentais un peu déconnectée, bien que en télétravail avec un certain nombre de choses à faire, mais c'est vrai que les interactions étant limitées, ça m'a fait du bien d'être polarisée sur quelque chose d'un peu plus, avec une portée un peu plus assis, quoi. Voilà, on était tous un petit peu repliés, donc ça m'a fait du bien. On voyait qu'il y avait des gens qui avaient réfléchi pour comment on va reprendre, quel est l'apport de l'architecte, etc. Donc c'était pas mal. Merci Corinne. Alors bon, on pourrait commencer par les difficultés et finir plutôt par ce qui est positif. J'ai inversé la tendance, je vais dire ce qui est positif immédiatement. Moi j'ai déjà apprécié les ateliers auxquels j'ai participé dans la forme pour les collabs et en co-développement, c'est-à-dire ces interactions là pour le coup très humaines, de situations individuelles qu'on essaye tous effectivement de cérébraliser et sur lequel on travaille individuellement dans notre coin, selon une procédure, un format bien particulier, puis une restitution que l'on fait avec un jeu de rôle sur les temps de parole. Donc ça, j'ai trouvé ça évidemment parfaitement adéquat dans cette forme de télétravail. Et pourtant, et Pierre et Nicolas savent que j'ai eu quelques difficultés, notamment avec les outils Mural, mais qui sont plutôt liés à mon poste de travail. Néanmoins, cet échange de post-it, etc., effectivement, et enfin très illustratif une nouvelle fois. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, on n'en parle pas là, mais ça c'est aussi pour le travail d'une façon générale, c'est qu'on a diminué les temps de déplacement, donc on est très rapidement opérationnel. Donc on a pu un petit peu maximiser nos temps de présence. Ça c'est mine de rien, ça a l'air de rien, mais ça a son importance. Ce qu'on regrette évidemment, c'est les accueils, bien évidemment, et puis les petits échanges informels, je dirais, en dehors un petit peu de l'agenda, celle qu'on a l'opportunité de faire, qu'on croise un peu. Ça, c'est évident. Voilà, ça, on le perd. Mais en tout cas, je dirais pour le codev, c'est quelque chose qui se prête particulièrement bien à ce type de situation, contrainte certes, mais pour le coup, moi je la trouve assez. Oui, peut-être qu'effectivement sur les codevs, c'est quelque chose qui. Il faudra en rediscuter avec Nicolas, qu'il a aujourd'hui, et puis Pierre Néner, je ne sais pas s'il est connecté aujourd'hui. Mais c'est peut-être effectivement quelque chose qui collait pas trop mal, par contre, sur cette nouvelle initiative-là. Voilà. Merci Sylvain.